Le véritable Vladimir Poutine est une énigme. Qui se cache derrière le chef d'État le plus puissant et le plus craint au monde? Nous avons interviewé les présidents qui l'a menacé. Il m'a dit, vos amis vous font de belles promesses qu'ils ne tiennent jamais. Moi, je ne vous promets rien de bon, mais je garantis les résultats. Les chefs d'État occidentaux dont il a exploité les faiblesses. Poutine a inventé une nouvelle forme de guerre à laquelle les pays occidentaux peinent encore à se faire. Il ne recule devant rien. Et le cercle de ses proches, ceux sans qui il ne serait jamais devenu président. Premièrement, c'est un homme faible. Deuxièmement, il est envieux et cupide. Troisièmement, il ment constamment. La psyché de Vladimir Poutine a été forgée par le pouvoir absolu. Et ce ne sera pas sans conséquence sur l'avenir du monde. La question n'est pas de savoir s'il va attaquer, mais quand et où. Dans les années 1970, nul n'aurait pu prédire un tel avenir à Vladimir Poutine. Né de parents pauvres dans une banlieue difficile, il s'est hissé jusqu'à l'université avant de décrocher un poste de subalterne au KGB jusqu'à la chute de l'URSS. Je connais Poutine depuis 1992. Nos dachas, nos maisons de campagne étaient voisines. Elles étaient côte à côte. Poutine est un ancien agent du KGB, mais il était tout en bas de l'échelle. Des comme lui, il y en avait des milliers, que le système, l'Union soviétique, a jetés à la rue. Poutine n'avait aucune ambition, que ce soit en termes de carrière ou de politique. Il n'avait aucune vision. S'il a intégré le bureau du maire, c'est par accident. En ces temps troublés, Anatoly Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg, avait besoin d'un homme à poigne. Un rôle taillé sur mesure pour cet ancien du KGB. De simple agent du KGB, serviteur anonyme de l'État, il est devenu quelqu'un. Et son ego a commencé à enfler. Face à l'énigmatique Poutine, de nombreux chefs d'État ont cherché des réponses auprès de Jan Robertson, éminent spécialiste des effets du pouvoir sur l'esprit humain. Le cerveau humain possède un circuit de la récompense unique. Ce circuit du bien-être s'active à chaque fois qu'on reçoit un compliment, qu'on a un rapport sexuel, qu'on prend de la cocaïne, ou qu'on obtient du pouvoir ou du succès. Chaque stimulus nous procure un pic de plaisir et de satisfaction. Mais plus l'expérience se répète, plus il faut de fortes doses pour produire le même effet. Et c'est ce qu'on appelle l'accoutumance. L'appétit devient insatiable. Je ne crois pas que Poutine soit né pour devenir empereur. Mais son cerveau a été profondément altéré par le pouvoir qu'il a accumulé. À la fin des années 1990, la Russie post-soviétique est au bord de l'effondrement. Le président est ivre, la guerre des gangs fait rage et les grands industriels véreux se moquent ouvertement des lois. Au Kremlin, les experts savent que le pays a besoin d'un sauveur, quel qu'il soit. Boris Eltsine cherchait dans son entourage une personne qui soit proche de lui. Quelqu'un qu'il puisse proposer pour lui succéder. Et qui, si tout se passait comme prévu, serait élu président. Son successeur semble tout désigné. Le vice-premier ministre Boris Nemtsov. Il est charismatique, éloquent et intègre. Mais Boris Eltsine le déteste depuis qu'il s'est opposé à la guerre en Tchétchénie. Un autre candidat se distingue.
En 1996, Vladimir Poutine travaille dans l'administration à Moscou. Il est très discret. Poutine était un homme modeste. Il ne parlait que lorsqu'on lui adressait la parole. Mais quand c'était son tour, il n'hésitait pas. Lorsqu'il fallait dire les choses, il s'exprimait clairement, ce qui était une qualité très importante. J'ai mis au point un système qui devait faire élire un président, quel que soit le candidat qu'on choisirait. Gleb Pavlovsky était l'expert en communication du président Eltsine, chargé de préparer sa succession. J'ai rédigé le scénario de la campagne à venir et j'ai regardé les événements se dérouler comme prévu. Mon scénario intégrait tous les éléments nécessaires pour assurer sa victoire. Un candidat jeune, énergique et sportif, aux antipodes du président sortant, âgé et malade. Tout avait été anticipé. De mon point de vue, Poutine était l'homme idéal pour ce rôle. J'ai personnellement essayé de convaincre Poutine de devenir président. Si aujourd'hui Sergueï Pougatchev attaque en justice le gouvernement russe, dans les années 90, l'homme fréquentait les hautes sphères du pouvoir. Je m'en souviens comme si c'était hier. On était dans le bâtiment 14 du Kremlin, dans son bureau. Poutine m'a opposé un non catégorique. Il trouvait la situation complètement surréaliste. L'élection devait avoir lieu pendant l'été. Je ne voyais vraiment pas comment on allait faire de cet inconnu du grand public un candidat viable en l'espace de 6 mois. Mon idée, c'était qu'Eltsine devait démissionner. De là, Poutine deviendrait président par intérim, et donc président sans avoir été élu. C'est ce qu'on a fait. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации. Devenir président, c'est un sacré shoot. Biologiquement, c'est une activation inouïe du circuit de la récompense. Poutine n'était plus soumis à l'idéologie corporatiste du régime communiste. Ce régime était mort et c'était à lui d'en bâtir un nouveau. Imaginez le pic de dopamine, l'euphorie. Sans compter qu'il avait grandi dans un pays non démocratique où le pouvoir des dirigeants était sans limite. Mais l'idéologie communiste était morte et il lui en fallait une nouvelle. Or, l'idéologie qu'il avait vue à l'œuvre autour de lui à Saint-Pétersbourg, c'était celle du pouvoir et de l'argent. Мы вместе отстояли мир, не дали перекроить историю, защитили большую советскую родину. Poutine m'a convoqué 2 jours à peine après avoir pris ses fonctions de président par intérim et il m'a proposé le poste de Premier ministre. J'ai énuméré mes conditions, des conditions très simples, une quinzaine de réformes qui me semblaient essentielles pour la Russie, et il les a acceptées. De son côté, il m'a seulement demandé de ne pas marcher sur ses plates-bandes présidentielles.
J'ai accepté sa proposition. Il a mis en œuvre et soutenu toutes les réformes, sauf une, celle du secteur du gaz. Je l'ai rencontré au début de l'année 2000. Il était encore en phase d'apprentissage. Il ne s'attendait pas à devenir président. Et quand il a été nommé, tout le monde à Moscou s'est demandé « Mais qui est ce type ?» Il n'avait aucune expérience en politique. Il n'avait quasiment jamais fait de discours. Il était très nerveux, mais aussi très intelligent. Le premier chef d'un gouvernement étranger qu'il a choisi de recevoir a été Tony Blair. À l'époque, c'était le dirigeant européen le plus important. Il était au sommet de sa popularité et Poutine voulait probablement s'inspirer de lui pour apprendre son métier de chef d'État. Il m'a donné l'impression d'un dirigeant sûr de lui et bien dans sa peau. Tony Blair projetait exactement la même chose. Il y avait beaucoup de testostérone dans la pièce. La réussite de Tony Blair s'explique en partie par sa grande confiance en lui et une bonne dose d'amour-propre. Aucun des deux n'appréciera cette remarque, mais Blair et Poutine se ressemblent beaucoup. Poutine a dit « Je veux une Russie forte et je veux renouer avec l'Occident ». Il s'est démené pendant les 3 ou 4 années qui ont suivi pour obtenir un siège à la table des plus grands chefs d'État de l'Europe et du monde. Question to President Bush, is this a man that Americans can trust? I'll answer the question. I looked the man in the eye. I found him to be very straightforward and trustworthy. I was able to get a sense of his soul. Avec le retour de la Russie sur la scène internationale et le travail du gouvernement pour stabiliser l'économie en crise, la cote de popularité du président auprès de ses concitoyens s'envole. Mais Vladimir Poutine n'en oublie pas ses intérêts personnels. À l'époque, personne ne réfléchissait encore en milliards. Mais Poutine savait que son mandat présidentiel était limité dans le temps. Il serait remplacé aux prochaines élections et il voulait être indemnisé financièrement pour avoir accepté ce rôle. Il voulait une somme qui le mette à l'abri du besoin pour le restant de ses jours et qui lui permette de vivre heureux et dans l'opulence. J'ai bien dit dans l'opulence, c'était le mot-clé. Il ne faut pas oublier que Poutine était pauvre, très pauvre. Je connais sa femme, ses enfants et sa famille. Je me souviens avoir offert à ses enfants leur tout premier ordinateur. Ils n'en avaient jamais eu avant. À ce moment-là, il estimait que pour être juste, cette indemnisation devrait s'élever à environ 10, 20 ou 30 millions de dollars. Ça aurait suffi à le dédommager de sa peine. À l'époque d'Eltsine, c'était différent. Aujourd'hui, dès qu'un type devient ministre, il se prend pour le roi du pétrole. Et puis Poutine a commencé à recruter des gens, principalement des anciens du KGB. Je n'avais jamais osé imaginer faire un jour partie du gouvernement. Je suis devenu vice-ministre des Transports de manière totalement fortuite. Vous savez qu'en Occident, on raconte que vous avez eu ce poste parce que vous étiez le voisin de Vladimir Poutine. Pas du tout. Pas du tout. À ce moment-là, il était déjà à Moscou et cette proposition m'a été faite par le ministre des Transports. Il ne s'agit pas seulement de récompenses accordées aux bons élèves. La rémunération croissante des ministres fait écho à d'autres immenses richesses. À l'époque, 46% du PIB total de la Fédération de Russie
était produit par des sociétés privatisées qui appartenaient à 8 familles russes. Personne ne le sait. Vous êtes les premiers à qui je le dis. Quel est le danger d'une économie contrôlée par 8 personnes? Pareil que dans le reste du monde. Les inégalités, pures et simples. Le président Poutine décide alors de s'intéresser à ces 8 oligarques. Leurs entreprises et leurs immenses fortunes leur ont été gracieusement offertes par le gouvernement de Boris Eltsine lors d'enchères chaotiques, en échange de leur soutien politique. Début 2003, Poutine organise une joute de gladiateurs. Elle oppose le nouveau dirigeant du pays aux quelques hommes qui détiennent la moitié des richesses de la Russie. Le sujet de cette réunion, la corruption. Une épée à double tranchant. Mikhail Khodorkovsky, le porte-parole des oligarques, est le 4e homme le plus riche du monde. Le Kremlin le soupçonne de vouloir user de sa fortune pour influencer la politique du pays. En 2002, certaines lignes avaient déjà été franchies. Si j'avais mieux compris la véritable nature de ce régime, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une organisation criminelle, j'aurais pu m'y opposer plus efficacement. Je n'y ai pas vraiment prêté attention à l'époque. On nous avait annoncé qu'il y aurait une réunion au sujet de la corruption et que les oligarques avaient proposé à Mikhail Khodorkovsky de faire une présentation en leur nom. Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами 4 организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 миллиардов оценивается долларов. Спасибо большое, Михаил Борисович. Позволю себе некоторые вещи отметить, прокомментировать. Спасибо вам за эти слайды. Poutine a dit « Comment avez-vous obtenu vos fortunes ?» Et surtout vous, Khodorkovsky. Некоторые другие нефтяные компании, как, например, компания ЮКОС, имеют сверхзапасы. Как она их получила, это вот вопрос в плане обсуждаемой сегодня нами темы. J'ai organisé cette réunion. Non. Si. Quoi? Oui. C'était essentiellement un malentendu, une incompréhension entre 2 personnes. Khodorkovsky n'a pas réalisé l'impact qu'auraient ses propos parce qu'il ne connaissait pas Poutine. Chaque fois qu'il lui présentait une information, Poutine la prenait comme une insulte. Khodorkovsky a dit des choses idiotes, vraiment stupides. Je sais, ça semble difficile à imaginer avec le recul. Mais je n'aurais jamais pu imaginer une chose pareille. J'ai connu Gorbatchev, j'ai connu Eltsine, j'ai connu Primakov et bien d'autres. Certains étaient bons, d'autres mauvais et d'autres carrément ignobles. Mais c'étaient tous des dirigeants politiques qui faisaient passer le pays en premier dans toutes leurs décisions. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver face à un président prêt à faire passer sa fortune personnelle avant son propre pays. L'homme d'affaires commet une erreur fatale en choisissant comme exemple de corruption une importante transaction pétrolière. Transaction que le président Poutine connaît parfaitement. Monsieur Poutine m'avait tout expliqué dans les moindres détails. Il connaissait tous les termes de cette transaction. C'est comme ça que j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond dans cette histoire. Comment savait-il tout ça? Mikhail m'en a parlé avant. Je lui ai dit, et s'il n'y avait pas que cette Chine? Et si Poutine aussi touchait une part des bénéfices de Northern Oil?
C'était la veille au soir chez moi. Mikhail m'a dit « Je refuse de croire que le président soit capable d'accepter des pots de vin de 100 ou 200 millions de dollars. » Il avait tort. La réunion s'est terminée et c'était la première fois que je voyais Poutine si perturbé. Il avait l'air énervé. Je lui ai fait comprendre que je le rejoindrais dès que tout le monde serait parti, mais il m'a attrapé par la manche en disant « Viens ». Il m'a dit « Ce Khodorkovsky, c'est un type horrible. J'ai vérifié. Je sais qu'il n'a rien payé, qu'il a obtenu sa compagnie pétrolière gratuitement. Ce n'est pas normal. On doit tout lui reprendre. » Poutine tient parole. L'oligarque est jeté en prison et son entreprise, Yukos, est démantelée et revendue. D'abord à une marque de vodka en Sibérie, puis à une société contrôlée par un proche du président. Ça a été un tournant. Yukos était un fleuron de l'industrie pétrolière russe dans lequel les Occidentaux voulaient investir. Mais en faisant ça, Poutine a terni l'image de la Russie auprès de ses partenaires commerciaux. Il a découragé les investissements étrangers. C'était très risqué. Mais il voulait tellement se débarrasser de Khodorkovsky que les considérations économiques sont passées au second plan. La manœuvre ne plaît peut-être pas à l'Ouest, mais les Russes, eux, sont enchantés de voir leur président s'en prendre aux oligarques qu'ils détestent tant. Et ce n'est pas là le seul signe d'une nouvelle confiance. Les négociations sur le tarif du gaz entre la Russie et la Biélorussie sont dans l'impasse. J'ai dit à Gazprom de poursuivre l'approvisionnement. On était en février, il faisait moins 25 à Minsk. On reprendrait les négociations plus tard. Le lendemain matin, le Premier ministre polonais m'appelle, le Premier ministre lituanien, le gouverneur de l'oblast de Kaliningrad, et tous me disent « on n'a plus de gaz ». Ils étaient tous alimentés par le même gazoduc. Le président de Gazprom m'a dit « Poutine m'a ordonné de fermer les robinets ». Là, le ton est monté entre nous. Qu'est-ce que vous avez dit ? Il m'a dit « Loukachenko ne me respecte pas ». Moi, Poutine, je lui ai demandé personnellement d'accepter ce tarif et il n'a pas voulu signer le contrat. Il ne me respecte pas. 2 semaines plus tard, j'ai été viré. Tout le gouvernement a été viré 2 semaines avant les élections. La stabilité intérieure retrouvée, son immense pays à nouveau en paix et un conseil des ministres directement sous son contrôle, le nouveau président russe semble avoir à lui seul mis fin aux années de déclin. L'une des caractéristiques du pouvoir absolu est qu'il s'accompagne d'un hyperdéveloppement du narcissisme acquis. Ce narcissisme acquis vous fait avoir un ego complètement démesuré. On apprend aux oiseaux à voler, on combat des ours et des tigres, qu'on est l'homme le plus intelligent, le plus fort et le plus beau du monde. Mais plus l'ego enfle, plus on devient vulnérable. Des troubles éclatent là où Poutine s'y attend le moins, en Géorgie. La révolution des roses balaye ses alliés et un fougueux réformateur prend le pouvoir, Mikhail Saakashvili. Ma rencontre avec Vladimir Poutine s'est déroulée lors de ma première visite officielle à Moscou. J'ai été bien reçu.
Ils avaient même déroulé le tapis rouge pour la cérémonie. J'ai assisté à une sorte d'entretien d'embauche. Poutine nous a d'abord emmenés dans un bureau qui, d'après lui, était l'ancien bureau de Staline. Il a retiré sa veste et sa cravate, il m'a invité à en faire de même, puis il a entamé ce qui se voulait une conversation amicale et franche. Dès ce premier entretien, je lui ai demandé « Monsieur Poutine, notre rapprochement avec les Américains vous pose-t-il problème ?» Il m'a répondu « Non, d'ailleurs je suis moi-même ami avec George Bush. Nous ne sommes pas opposés à ce que vous traitiez avec les Américains tant que vous ne devenez pas leurs esclaves. » Puis il m'a dit quelque chose de très clair. Le ministre géorgien de la Sécurité sous le gouvernement de Shevardnadze est notre homme. Nos relations de travail sont excellentes. Il nous a beaucoup aidés et j'espère qu'il va garder son poste. Ça faciliterait grandement notre coopération. À notre deuxième rencontre, il m'a demandé où était le ministre et je lui ai dit « Il a été promu, on l'a nommé procureur général adjoint. » Il m'a dit « Ce n'est pas une promotion, on voulait qu'il soit ministre de la Sécurité intérieure. » Ça voulait dire « J'ai compris votre petit jeu. » Saakashvili aimait bien titiller l'ours russe. Ce n'était pas toujours la politique la plus sage. D'ailleurs, ses proches lui ont déconseillé de faire ça. Et il aurait mieux fait de les écouter. Le côté psychologique et personnel joue un rôle bien plus important qu'avant dans la politique internationale. Les vieilles certitudes, les vieilles idéologies et les anciens blocs d'opposition ont disparu. Tout ça a été remplacé par un système où la psychologie et la personnalité de chacun ont beaucoup plus d'influence. Au grand mécontentement de Poutine, George Bush répond avec enthousiasme aux avances du président géorgien, reniant l'attitude pro-russe qu'il avait adoptée jusqu'alors. Georgia is today both sovereign and free and a beacon of liberty for this region and the world. Poutine ne croit plus aux promesses des Américains. Une prise de position qui se renforce lorsque la vague révolutionnaire atteint l'Ukraine voisine. Now to the political crisis in Ukraine. La révolution orange oppose Viktor Yanukovych, le candidat soutenu par le Kremlin, à son opposant Viktor Youtchenko, que la Russie considère comme un fantoche des États-Unis. Youtchenko remporte l'élection, malgré les efforts de l'expert en communication de Poutine. Je n'ai pas dirigé cette campagne, même si beaucoup pensent le contraire. Yanukovych n'était pas du tout mon choix. Il était mauvais. J'ai fait de mon mieux, mais comme chacun le sait, ça s'est très mal terminé. Poutine était convaincu que c'était l'œuvre des Américains. Il en était certain à 100%. Moi, disons à seulement 70%. En réalité, c'était une guerre ouverte et Moscou l'a perdue. C'était une véritable humiliation pour Poutine et la période la plus fragile de ses 18 années au pouvoir. Au cours des 3 mois qui ont suivi, les Russes se sont demandé s'il tiendrait jusqu'à la fin de son mandat présidentiel. La défaite était amère. Les gens considéraient qu'il avait perdu l'Ukraine. Cette défaite, le président Poutine ne l'a jamais oubliée ni pardonnée. Il ne fait plus confiance aux hommes politiques occidentaux, qui se félicitent de voir la démocratie triompher en Ukraine. Pour nous, c'était un tournant de l'histoire. Le capitalisme libéral avait triomphé. C'était dur pour les Russes, mais voilà. Je regrette qu'on l'ait géré de cette manière.
Imaginez qu'au Royaume-Uni, non seulement l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande deviennent indépendants, mais que le nord-ouest, le nord-est et le sud-ouest de l'Angleterre décident aussi de proclamer leur indépendance. À mon sens, on a eu tort de ne pas tenir compte de cela. On a effrayé les Russes. On a renforcé leur angoisse séculaire de se retrouver encerclés. Avec le recul, je me dis qu'on a aggravé ces peurs et qu'on aurait pu éviter un grand nombre de décisions politiques que Poutine a prises en conséquence. En 2005, tout change. Vladimir Poutine se concentre sur son pays et ses concitoyens. Fini la modernisation et ses efforts pour courtiser un Occident inconstant. Désormais, Poutine est la Russie et la Russie est Poutine. Voilà la nouvelle idéologie. Il reconstruira son pays tout seul. On a pris ça très au sérieux. Et on s'est lancé dans la création de plusieurs organisations pour la jeunesse et les adultes afin de constituer une base populaire solide. Mais un problème se profile à l'horizon. D'ici 2 ans, Poutine devra céder la place à un nouveau président élu. Et les candidats de l'opposition font déjà campagne, notamment le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Les règles étaient très différentes de celles des échecs. Cette fois, il n'y avait aucune combinaison gagnante à coup sûr. En 2007, Poutine aurait encore pu s'en aller. Il était probablement l'homme le plus riche du monde. Il avait une influence démesurée et une réputation intacte. C'est le joueur d'échecs le plus célèbre du monde. Sûrement l'un des visages les plus connus de Russie, voire le plus reconnaissable, en dehors des stars de cinéma et de Poutine. Si vous demandiez à n'importe quel Russe qui est l'homme le plus intelligent de Russie, la réponse était Garry Kasparov. Il a tout de suite entamé une tournée électorale. Et je l'ai accompagné à bord de son avion. En l'espace d'une semaine, la campagne a pris l'eau. On a dû laisser tomber l'avion parce qu'on nous refusait l'autorisation d'atterrir. À Beslan, on nous a retiré la salle où il devait s'exprimer, soi-disant qu'il y avait un problème de tuyauterie ou une panne électrique. Partout où on allait, c'était soit un tuyau, soit l'électricité. Je crois que c'est là qu'on lui a jeté un projectile pour la première fois. On a cru qu'on lui tirait dessus. Quand on est arrivé à Stavropol, la plus grande ville du district fédéral du Sud, on ne croyait plus aux coïncidences. L'avion était cloué au sol. La salle qui devait nous accueillir avait un dégât des eaux. Et l'hôtel où on devait loger nous a fermé la porte au nez. On avait prévu un dîner avec 30 ou 40 membres d'une association locale de petites entreprises. Quand on est arrivé au restaurant, il n'y avait qu'une seule personne. Au fil de la discussion, on a fini par comprendre que cette femme avait perdu son téléphone portable la veille. Elle était donc la seule que les hommes du gouverneur n'avaient pas pu appeler et menacer. Le champion d'échecs se retrouve bientôt sous les verrous. Tell your leaders that this regime is criminal, is a police state. Je dois avouer que comparé à ce qui se passe aujourd'hui, c'était gentillet. Il y a 10 ans, quand on protestait pacifiquement contre Poutine, on prenait 5 ou 10 jours de prison.
Aujourd'hui, c'est 5 ou 10 ans. Lors de mon premier procès, j'ai été condamné à payer une amende de seulement $40. Mais la juge a créé un précédent, parce que tout avait été filmé. J'avais des vidéos et des témoins qui prouvaient que l'accusation mentait sur toute la ligne. Et la juge a dit qu'elle préférait faire confiance à un seul policier plutôt qu'aux innombrables preuves, parce que le policier portait l'uniforme. Les activistes qui s'en sont pris à Kasparov n'avaient bien évidemment rien à voir avec moi. Et ils n'étaient pas non plus sous les ordres directs de Poutine. Le champion d'échecs n'est pas le seul à tenter sa chance. Mikhail Kasyanov est également candidat à la présidence. J'ai décidé d'être candidat parce que je pensais avoir toutes mes chances. À l'époque, il fallait rassembler 2 millions de signatures pour se présenter. C'est ce que j'ai fait. Dans les sondages, je suis passé de 6% d'intention de vote, en général on est à 5 ou 6, à 18%. Un mois plus tard, j'ai été écarté de l'élection, sous prétexte que 35 de mes 2 millions de signatures n'étaient pas valides. Débarrassé de Kasyanov et de Kasparov, c'est le candidat de Poutine, son premier ministre Dmitri Medvedev, qui lui succède à la présidence. Au mépris de l'esprit de la Constitution, voire de sa lettre, Vladimir Poutine est nommé Premier ministre. L'avenir du pays est trop important pour qu'il le laisse à d'autres, et le pouvoir trop addictif pour qu'il le cède. Tout le monde en Russie avait très bien compris que son successeur n'était là que pour lui garder son fauteuil présidentiel bien au chaud. Et il a joué à la perfection le rôle que M. Poutine lui avait confié. Voilà pourquoi on a inventé la démocratie. Parce que quiconque détient le pouvoir absolu pendant plus de 10 ans verra son comportement inévitablement altéré de manière potentiellement très dangereuse. En 2006, Vladimir Poutine fait voter une loi autorisant l'assassinat des terroristes hors du territoire national. Quelques mois plus tard, Alexandre Litvinenko décède à Londres. L'ancien agent du KGB et du FSB a été empoisonné au polonium 210 après avoir mangé des sushis et bu du thé dans un restaurant. Je devais aller à Londres pour rencontrer Tony Blair quelques jours après l'assassinat de Litvinenko. Le sujet était sur toutes les lèvres. J'ai fait escale à Minsk, en Biélorussie, où un banquet était organisé par le président. Poutine était assis au centre. J'étais à sa droite et Loukachenko à sa gauche. Loukachenko aime bien taquiner Poutine. Il va même jusqu'à se moquer de lui. Il m'a fait « Après ça, vous allez à Londres. Vous feriez mieux de bien manger tout de suite. Je vous conseille de ne rien avaler là-bas. » Et il a ajouté « Et surtout, ne mangez pas de sushi. Tenez-vous éloigné des restaurants japonais. » Le plus sûr pour ne pas se faire empoisonner, c'est encore de manger dans l'assiette de M. Poutine. Et là, il a pris l'assiette de Poutine et il me l'a tendue. Poutine a posé brutalement ses couverts sur la table et il a dit « Je n'ai rien à voir avec le meurtre de ce Litvinenko. » Il était très agacé. Il a dit « Litvinenko n'avait aucune importance, il n'était personne. Pourquoi je l'aurais fait assassiner ?» Mais il était piqué au vif. La Russie a toujours nié toute implication dans la mort d'Alexandre Litvinenko. Mais sous les plaisanteries, la tension est palpable. Poutine conseille à Saakashvili de s'éloigner de l'Occident au risque de représailles. Il m'a pris à part sans aucun témoin.
Il m'a conduit dans une pièce sombre près du hall principal. On s'est assis sur des chaises, il n'y avait même pas de table. Quand il a posé sa main sur mon genou, j'ai senti ses ongles dans ma chair. Et droit dans les yeux, il m'a dit « Ne nous sous-estimez pas. Personne ne joue avec la Russie. » Le tout-puissant Poutine n'hésite plus à montrer ouvertement son mépris envers ses anciens alliés. J'ai été frappé par une anecdote à son sujet qui montre que ce n'est vraiment pas un homme sympathique. Angela Merkel a la phobie des chiens et elle a fait l'erreur de divulguer cette information. Lors d'une visite de la chancelière à Moscou, Poutine a fait entrer dans la pièce un énorme molosse, simplement pour jouir de son pouvoir et du plaisir sadique de faire peur à quelqu'un. En 2008, la crise en Géorgie monte d'un cran. Des émeutes séparatistes éclatent dans la province dissidente de l'Ossétie du Sud. L'armée russe se rassemble à la frontière. Poutine est certain que l'Occident n'osera pas réagir. Il était évident qu'une guerre allait éclater. Les Européens et les Américains ont fait des déclarations. J'ai tenté de joindre Medvedev, puisque c'était lui le président, mais lorsque le Kremlin m'a rappelé, on m'a dit « Vladimir Poutine veut vous parler ». Il m'a dit « Pourquoi vous appelez Medvedev? C'est moi qui suis à la tête de toute cette opération ». Je lui ai dit « Vous savez qu'on est très inquiet, et en plus, regardez les condamnations de la Maison-Blanche et de l'Union européenne ». Il m'a dit « Oui, je les ai lues. Ce sont des prises de position très dures à notre rencontre. Beaucoup de journaux les ont relayées. » Et il a ajouté « Voilà ce que je vous suggère. Appelez vos amis de l'Ouest et dites-leur de se coller leurs journaux là où je pense. » Pendant que le reste du monde regarde les Jeux Olympiques de Pékin, Vladimir Poutine envoie ses chars d'assaut. C'est une première depuis l'effondrement de l'URSS. C'est à ce moment-là que les États-Unis ont fini par se réveiller. I have directed Secretary of Defense Bob Gates to begin a humanitarian mission to the people of Georgia headed by the United States military. This mission will be vigorous and ongoing. Ils ont laissé fuiter une information selon laquelle Dick Cheney comptait bombarder l'armée russe. 40 minutes après l'annonce de George Bush, l'avancée des troupes russes vers notre capitale s'est arrêtée. Poutine avait reçu le message. L'Occident est horrifié par l'invasion et soulagé de voir les troupes se retirer. Mais ces 5 jours de guerre auront suffi à convaincre les Russes de la puissance de leur pays et de la main de fer de leur leader. Inquiète, l'Union européenne décide d'apaiser les tensions avec la Russie. Je me suis rendu à Moscou et j'ai rencontré le président Medvedev. À ce moment-là, Poutine était Premier ministre, même s'il tenait toujours les rênes du pouvoir. Medvedev est un politicien beaucoup plus ordinaire, à l'européenne. Discuter avec lui ne suscite pas le même sentiment d'effroi que discuter avec Poutine. J'ai escorté Poutine aux Jeux Olympiques lors de sa venue à Londres en 2012. Je l'ai emmené voir les épreuves de judo au centre d'exposition Excel. J'ai fait un peu de judo, mais certainement pas autant que lui. Le judoka russe a remporté la médaille d'or et Poutine était évidemment ravi. Il ne serait pas rentré à Moscou sans voir un Russe gagner l'or olympique. Il serait resté aussi longtemps que nécessaire. On a bu du champagne, on a fêté ça comme il se doit, et on a été soulagé de le voir repartir, sachant que grâce à cette médaille d'or, il n'était resté que quelques jours.
2 ans plus tard, les Jeux d'hiver de Sotchi se veulent une nouvelle démonstration de la grandeur retrouvée de la Russie. Le président investit beaucoup de temps et d'argent dans ce projet. Mais les Jeux détournent également l'attention des médias internationaux d'une nouvelle offensive, l'annexion de la Crimée. Un dictateur ne demande jamais pourquoi, mais pourquoi pas. On a vu une nette accélération. Hitler a attendu 20 mois entre les JO de Berlin et l'annexion de l'Autriche. Poutine n'a mis que 20 jours entre Sotchi et l'annexion de la Crimée. Poutine a choisi une approche claire et systématique pour régler les problèmes de ses voisins. Il intervient sur leur territoire. Chaque fois qu'il l'a fait, les pays de l'Ouest en sont restés stupéfaits. Pourtant, ça ne devrait plus étonner personne, c'est son habitude. Il occupe physiquement une partie du pays en l'empêchant de fonctionner comme un État souverain. Voilà comment il stoppe l'émergence ou la progression des idées occidentales. Il a même eu le culot de faire pareil en Syrie. Selon moi, s'il est intervenu là-bas, c'est parce que les Occidentaux ont échoué à le faire. L'un des marqueurs clés du narcissisme poussé à l'extrême, c'est que l'empereur n'est plus capable de distinguer ses intérêts personnels de ceux de son pays. Les deux se confondent dans son esprit. Aux yeux des Occidentaux, les décisions de Vladimir Poutine semblent arbitraires et hors de contrôle. Mais pour son peuple, il se comporte en véritable tsar, rejetant allègrement les normes du savoir-vivre occidental pour préserver les intérêts de la Russie. Mais un ancien rival décide de défier ce président en apparence invincible. Boris Nemtsov a été très proche du pouvoir. Il a longtemps été considéré comme le futur successeur d'Eltsine. Mais Poutine a pris cette place. Et bien sûr, Poutine et lui ont été incapables de se laisser en paix. Nemtsov à cause de ses principes et Poutine pour des questions d'insécurité et de revanche. Boris Nemtsov commence doucement par un pamphlet qui prétend que Vladimir Poutine possède 58 jets privés, 2 yachts et un palais d'été. Ce qui fait de lui l'homme le plus riche du monde. Son co-auteur n'est autre qu'un ancien ministre russe. Boris Nemtsov et moi avons remis en question la version selon laquelle tout va beaucoup mieux depuis que Poutine est président, qu'il n'y a pas à se plaindre et qu'il faut le laisser régner à vie. On a décrit bon nombre des irrégularités que cache cette apparente prospérité économique. Les inégalités sont bien plus importantes aujourd'hui que dans les années 90. La corruption aussi. La corruption institutionnalisée n'existait pas dans les années 90 parce qu'à l'époque, les hommes d'affaires soudoyaient les bureaucrates. Mais depuis Poutine, les bureaucrates ne pensent plus qu'à s'enrichir avec de l'argent sale. C'est même devenu leur seul et unique travail. Nous ne sommes pas parfaits, mais qui peut se targuer de l'être ? Si j'ai commis des péchés, bien sûr. Mais je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais giflé personne, que ce soit physiquement ou au sens métaphorique. Et je n'ai jamais volé personne. J'aide les autres et parfois, ils me le rendent par un soutien inattendu. Да здравствует свободная и гордая Россия. Je l'appelais Boris. Mais il m'arrivait aussi de le surnommer le suspect.
Il faut dire qu'il avait un sens de l'humour exceptionnel. Il préparait un second pamphlet au sujet de l'annexion de la Crimée. Un sujet très sensible pour le régime de Poutine. Un soir d'hiver, Boris Nemtsov entreprend de traverser le pont Moskvoretsky, situé sous les fenêtres du Kremlin. Quelques instants plus tard, il est tué de 4 balles dans le dos et la tête. J'ai été très choqué. Je n'aurais jamais cru qu'une chose pareille puisse arriver au XXIe siècle, en plein centre de Moscou. Je suis tout de suite descendu sur le pont pour voir le corps de mon ami assassiné qui gisait par terre, au pied des murs du Kremlin, truffé de caméras installées par les services secrets. J'étais choqué, très choqué. Je n'aurais jamais cru ça possible. Je n'aurais jamais cru ça possible et j'ignorais qui était le coupable. Malgré l'absence de vidéosurveillance, les caméras du Kremlin étant en maintenance ce soir-là, 4 hommes sont arrêtés pour le meurtre de Nemtsov, dont un ancien para. Mais les soutiens du défunt doutent que cet ancien soldat soit responsable. Quand on observe les lieux, on comprend qu'un tel acte est impossible sans la permission et surtout l'ordre du numéro 1 de l'État. Presque tous ceux qui détiennent le pouvoir depuis longtemps pensent être exceptionnels. Je suis incroyable. Dieu doit y être pour quelque chose. Il suffit que je claque des doigts pour envahir un pays. J'ai le droit de vie ou de mort sur les gens. George W. Bush a dit qu'il pensait que Dieu l'avait guidé dans la guerre en Irak. Tony Blair a laissé entendre qu'il discutait avec Dieu de temps à autre. Jules César s'est fait déifier de son vivant. Débarrassé de ses opposants politiques et ayant remis les pays voisins à leur juste place, Vladimir Poutine peut désormais étendre son influence sur le monde. L'ingérence russe dans les élections américaines ne fait aucun doute. La masse de renseignements récoltés par les services américains au sujet de la Russie ne laisse pas place au doute. A lot of people say, as an example, Hillary likes to play tough with Russia. Putin looks at her and he laughs, okay? Poutine vise des objectifs stratégiques. Il cherche le chaos, parce que c'est son environnement naturel. Il a besoin du chaos pour pouvoir asseoir son autorité, aussi bien en Russie qu'à l'extérieur. Il ne veut pas et ne peut pas rivaliser avec le monde libre. Mais là où règne la guerre et le conflit, il s'impose par la rapidité de ses décisions. Il se fiche bien du Parlement, de la liberté de la presse ou de l'opinion publique. Il saisit les opportunités dès qu'elles se présentent. Il est toujours à la recherche de moyens de pression. Pour lui, le monde est un casino géopolitique. Je pense que ça s'inscrit dans une politique réfléchie. Il y a certainement eu ingérence russe dans plusieurs élections et référendums européens ces dernières années. Pas toujours pour obtenir un résultat précis, mais pour peu à peu saper la confiance dans le processus démocratique et pour affaiblir l'unité de l'Occident. Et ce n'est pas terminé.
не слушал. Послушайте сейчас. Quelques jours avant l'élection de 2018, le président russe annonce une accélération de la course aux armements, avec des charges nucléaires conçues pour échapper à toute défense antimissile existante ou future. С целью сдержать Россию не удалось.